Est-ce que les gens nous entendent là? Est-ce qu'on peut tester le son et avec les. Est-ce que c'est bon? D'accord, oui. De toute façon, je vous entends là, je vous entends parfaitement. Très bien. Chers participants, est-ce que vous pouvez confirmer si vous nous entendez bien? Alors, est-ce que vous pouvez écrire quelque chose sur l'espace de conversation? Très bien, oui, il ne faut pas hésiter. Je vais enlever le son ici. C'est Rossi. Est-ce que moi j'ai accès au chat ou c'est toi qui. Et a priori, vous avez accès. Vous avez accès. De toute façon, vous avez accès à l'espace discussion. Vous avez aussi accès à l'espace questions-réponses. Très bien, super, ok. Si vous voulez le gérer, les deux, il n'y a pas de souci. Non, Si vous en fait, voulez j'aimerais que… bien, moi, j'aurais besoin de vous. En fait, ça va être quand même pas mal d'interactions. Excellent. Pas mal d'interactions. Donc, du coup, non, j'aurais besoin de vous, ce serait mieux à deux. Bon, bon. On va attendre 3, 4, 5 minutes au maximum. On démarre à 20h05. J'attends votre go. C'est quand vous voulez. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça, là. Ah oui, oui, effectivement, oui. Pour l'instant, donc on a 42 personnes sur Facebook et 14 sur Zoom. Absolument, je confirme, oui. Très bien. Très bien.
On vient juste relancer sur les groupes, sur le groupe WhatsApp. On vient de relancer la communication. أنا كنشوف sur Facebook donc il y a des سي عبد الفتاح وماري عادل سي فؤاد سي عزيز كرموسي مرحبا بكم bienvenue tous سي زهير بالعربي je leur fais la pub là. Excellent, super. Ben, ils vont apprécier, je suis certain qu'ils vont apprécier. Ah, bien sûr qu'ils vont apprécier. Mais écoutez, si vous permettez, c'est Zuhair, il est 8h05, je crois qu'il est temps qu'on démarre. On peut Tout d'abord, démarrer. je tiens à vous remercier, je tiens vraiment à vous remercier, c'est Zuhair, pour avoir répondu positivement à notre invitation. Et on est ravis, vraiment ravis de vous avoir parmi nous et aussi de votre générosité parce que vous avez proposé d'un seul coup. Et je vous en remercie. Je remercie aussi les participants avec nous. C'est une session que je suis certain ça va être très, très, très intéressante pour tout chef d'entreprise. Maîtriser l'art de prendre des décisions. Pas simplement pour les chefs d'entreprise, mais aussi pour tout un chacun de nous. On est à chaque instant, on est pris, on est demandé pour prendre des décisions. Et Dieu sait combien on tarde, combien on procrastine, combien on se pose des questions, combien on dort mal pour prendre les décisions. Aujourd'hui, c'est une excellente session avec Cézanne Oussama. 2 mots. Toute présentation, c'est ma conviction, quand je présente les personnes, toute présentation, elle est réductrice. Donc aujourd'hui, je présente rapidement, j'introduis, je ne présente pas, c'est Oussama, executive coach et formateur. Donc, nous avons le plaisir, je suis certain qu'après une séance, on saura beaucoup sur Zuhair et je dirais, on aura beaucoup appris sur ce qu'il va partager avec nous. Sans trop tarder, Zuhair, je vous donne la main et je vous donne le micro. Très bien. Donc, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Donc voilà, donc juste avant de commencer de parler de prise de décision et de la session d'aujourd'hui, parce qu'effectivement, comme disait M. Rossi, il y a 3 sessions différentes. Donc, la première, c'est celle d'aujourd'hui. Donc moi, je voulais remercier aussi donc, le club des dirigeants donc, qui m'a invité pour faire ce webinaire. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai répondu présent. Donc, en la personne de M. Driss Bref. Donc, merci beaucoup encore une fois d'avoir de partager cette opportunité à tous voilà, d'avoir des webinaires de qualité. Alors, 2 mots juste avant de commencer, de lancer le webinaire. Donc, 2 mots sur moi. Donc, Zuhair Oussama, comme tu l'as très bien dit, c'est Kautar. Donc, Zuhair Oussama, executive coach et formateur. Donc, voilà, donc je suis coach certifié, spécialisé dans le coaching de dirigeants et de managers. Je suis aussi conférencier donc sur les thématiques de management, du leadership et du feedback en entreprise. Et je fais des conférences sur les mêmes thématiques. Donc, aujourd'hui, la première session au sujet de maîtriser l'art de prendre des décisions. Donc, comme je vous le disais, il y a 3 sessions. 3 sessions. La première, c'est aujourd'hui, c'est la prise de conscience des mécanismes de prise de décision. Comme on le sait tous, tout le monde prend des décisions, tout le monde est amené à prendre des décisions, comme disait M. Kautar, que ce soit dirigeant, que ce soit particulier, tous sans exception, on prend des décisions, tout le temps. Mais en même temps, il y a des mécanismes auxquels personne n'échappe. Et donc, il y a des mécanismes, des biais, etc. Donc, aujourd'hui, si on va faire un peu un tour autour d'une prise de conscience autour de tout ça. Ensuite, il y a une deuxième session qui est déjà programmée pour la semaine prochaine. Après, maintenant, on va voir peut-être voir pour l'horaire, mais en tout cas, c'est déjà pour samedi prochain. C'est sur les biais cognitifs. Donc, qu'est-ce qui intervient encore dans les prises de décision? Et la dernière session, c'est pratico-pratique, c'est donner les 7 clés ou les 7 questions clés à se poser avant de prendre n'importe quelle décision, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la vie de tous les jours. Donc voilà.
Alors aujourd'hui, de quoi on parle quand on parle de décision? Comment ça va se passer cette session? C'est que on va d'abord voir ensemble de quoi on parle quand on parle de prise de décision. En quoi c'est important de prendre une décision? Est-ce qu'on sait déjà qu'est-ce que ça veut dire décider? Et décider, c'est est-ce qu'on a une stratégie de décision? Quels sont les facteurs d'échec lors d'une prise de décision? Donc ça, on va trouver tous ces éléments ensemble. Quelle est la place des émotions dans la prise de décision? Et un sujet qui est très, très important et qui m'est très cher, c'est la conscience de soi. C'est-à-dire aujourd'hui, quels sont ces mécanismes de conscience de soi qui sont au service de notre prise de décision pour que ce soit plus efficace. Et on va faire une ouverture sur la session numéro 2 au sujet des biais cognitifs. Donc ça, comme je vous ai dit dans l'introduction, les biais cognitifs, on en parlera la deuxième session, donc celle de samedi prochain. Donc on va faire une ouverture avant de terminer cette session-là sur ces biais cognitifs. Et on va également parler des qualités d'un bon décideur. Alors, j'ai fait le choix, avant d'aborder cette session de webinaire, de la faire en sorte que ce soit très, très interactif. C'est-à-dire, voilà, j'aurai besoin de chacun de vous d'interagir avec tout le monde. Donc, à chaque fois, ça va être indiqué par des symboles. Voilà, par exemple, on va afficher la parole aux dirigeants, ben, on va sélectionner quelques dirigeants pour prendre la parole sur une thématique. Et il y a un autre sujet que je vous proposerai aussi tout au long de ce webinaire, c'est des expériences sociales. Vous allez vivre des expériences sociales qui vont vous rapprocher un peu de cette prise de conscience, notamment liée à la prise de décision. Donc voilà. Est-ce que tout est OK? Est-ce qu'au niveau du son, tu me confirmes, Monsieur Kautar, tout est OK pour l'instant? Oui, après, oui, tout est bon. Très bien. Donc là, ce que je vous demande à Monsieur Kautar, c'est quand on parle de la prise de décision, on parle de quoi? Et là, j'aimerais bien faire interagir les gens qui sont présents avec nous. On prend peut-être la parole même de 3 personnes qui peuvent juste nous dire quelques mots sur qu'est-ce que ça veut dire la prise de décision. Celui qui souhaite prendre la parole, il y a un bouton lever la main. De toute façon, voilà, si vous voulez prendre la parole, signalez-le. On ouvre les micros. Soit prendre la parole, soit l'écrire par le chat, mais voilà, vraiment interagissez avec nous pour voir un peu, voilà, pour vous, de quoi on parle quand on parle de prise de décision. Il manque un peu il y a le tout premier qui va lancer un peu les débats là. Donc on attend le tout premier là. Alors, pour lancer un peu le débat, Monsieur Kautar, je peux intervenir. Bien sûr, mais bien sûr, tout le monde peut intervenir. Je dirais peut-être Ah ben voilà, il y a Hicham Elzouk. C'est un habitué chez nous. C'est Hicham. Je vous donne la main. Bonsoir. Bonsoir. Une brève réponse pour votre question. Je voudrais faire allusion au terme crise. Étymologiquement parlant, le mot crise associe le sens de jugement et de décision. Donc pour moi, la première intervention, prendre une décision, elle a une corrélation avec la crise. D'accord, donc c'est-à-dire, si je résume, je synthétise, quand on parle de décision pour vous, c'est forcément lié à la crise. Oui. Plus ou moins. Donc, pas forcément. Plus ou moins, d'accord, ok. Très bien, merci beaucoup, M. Hicham, M. Marzouk, pour l'intervention, pour cette intervention. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut intervenir aussi pour nous dire, en fait, ce qu'il pense de quoi on parle quand on parle de prise de décision, qui a l'air très, très simple, finalement. Mais bon, on aimerait bien avoir des éclairages des uns et des autres. Encore 1 ou 2 personnes, ça serait top. Oui, il y a Sheima. Je vous donne la parole, Sheima. Salut. Bonjour. Concernant la prise de décision, je pense que le fait d'effectuer un choix, soit dans la vie personnelle ou professionnelle, et donc un choix qui permet de résoudre un problème ou un questionnement des questions qu'on se pose de nous-mêmes sur notre parcours, sur notre vie personnelle. Je pense que c'est ça
le, le processus de la prise de décision. D'accord, très bien. Alors, moi, je prends très bien, merci beaucoup, Madame Shaima. Voilà, donc il y a une autre, donc il y a Fouad qui dit choisir une solution parmi plusieurs. Donc voilà, donc ça c'est une option. Donc là, il y a quand même pas mal de choix, enfin de réponses sur Facebook. C'est devant chaque situation, donc Monsieur Kelimi Youssef, devant chaque situation de la vie, on doit prendre une décision adéquate, qu'elle soit opérationnelle ou stratégique. Ou encore, prise de décision, c'est le fait de choisir un choix parmi plusieurs possibilités en se basant sur des critères prédéfinis. Donc voilà, donc choisir et assumer mon choix. Ok, trouver des solutions, c'est résoudre un problème. Très très bien. Ok, très bien. Donc très bien. Donc on a quand même pas mal de réponses. Et donc quand on parle de prise de décision, donc dans le sens de tout ce que vous avez dit, hop. Il faut que je clique. Donc on entend. Je sais pas, ça marche pas là. Comment je fais? Voilà. Donc, d'accord. Voilà, en fait, il y avait un bug. Donc là, prise de décision. Voilà. On entend par prise de décision là, une décision qui provient d'une discordance entre le souhaité et le réel. Donc il y a une tension interne dans un système. C'est-à-dire, en fait, ce qui est réel et la situation dans laquelle on veut. Donc on va rapprocher une situation actuelle vers le réel. Donc il y a une tension. Et la prise de décision, c'est le moyen de réduire cette discordance. En fait, ça, c'est un peu une théorie par rapport à ça. Et si on peut aller un peu plus loin, donc on entend par prise de décision aussi le processus qui consiste à faire un choix parmi plusieurs alternatives. Voilà. Donc on a des alternatives et on va choisir parmi ces alternatives-là. Et ça peut apparaître aussi dans n'importe quel contexte de la vie quotidienne, donc aussi bien que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau sentimental, etc., etc. Et le processus, en essence, ce processus de décision permet de résoudre les divers défis qu'on doit surpasser, résoudre. Donc ça, on a parlé, on a entendu pas mal d'interventions dans ce sens. Donc ça, c'est très bien. Alors, je clique. Il y a un laps de temps entre le passage à l'écran. Là, je suis désolé, il y a un petit bug, mais ça va le faire. Ensuite, voilà. Donc, les décisions sont prises à chaque instant. Est-ce que vous avez aujourd'hui, donc on a parlé de pas mal de décisions, quelle est la décision que vous avez prise aujourd'hui, M. Kautas? Vous avez forcément pris des décisions aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez juste donner une seule décision que vous avez prise depuis ce matin? Décision, c'est de travailler avec mon enfant et de recadrer mes projets de la semaine. Deux décisions que j'ai faites ce matin. Vous avez pris 2 décisions. D'accord. Est-ce que d'autres personnes ont pris des décisions ce matin, depuis ce matin? En fait, tout simplement, aujourd'hui, vous avez fait que de prendre une décision. Quand vous dites à l'heure, quand vous décidez de quelle heure à laquelle vous allez vous réveiller, c'est une décision. Ce que vous allez porter comme vêtements, c'est une décision. Si vous allez faire du sport ou de ne pas faire du sport, c'est une décision aussi. Dans quoi allez-vous dépenser votre énergie aujourd'hui, votre argent, votre focus? C'est aussi une décision. Quel bouquin allez-vous lire aujourd'hui ou pas lire? Même le fait de ne pas décider, c'est une décision en soi. Dans quoi vous allez investir votre temps, votre argent, pour votre développement personnel et celui de votre business, c'est une décision. Assister à ce webinaire ou ne pas assister à ce webinaire, c'est une décision. En fait, rien n'échappe à la décision. Même le fait de ne pas prendre une décision, en soi, c'est une décision. Donc aujourd'hui, si vous voulez, dans notre journée, l'ensemble de notre journée, c'est une successive de décisions qu'on prend à longueur de temps. Et en quoi c'est important? En quoi c'est important? Ça, c'est un vrai sujet qu'on veut se poser. Et là, je demande à tout le monde de me compléter avec 2 mots cette phrase-là. Aujourd'hui, la somme de mes décisions. Et là, normalement, tout le monde devrait y arriver. Par rapport à ce que je viens de dire, tout le monde devrait y arriver. Aujourd'hui, la somme de mes décisions, ça veut dire quoi? Quels sont les 2 mots qui manquent? Donc, utilisez le chat pour ne pas enlever le suspense. Utilisez le chat. Aujourd'hui, il manque 2 mots.
je complète par deux mots la somme de mes décisions. Je vous écoute. Et j'assume. Il y a, Alors, monsieur Kautal dit suis j'assume. satisfait. Je suis satisfait, ouais. Je suis en train de lire ce qui est écrit. Je suis en train de lire ce qui est écrit. D'accord. Il y a Mariam qui a dit je suis la somme des décisions. Hassan, pareil. Exactement. Ouais, je suis contre Donc, c'est très bien. Donc, c'est très bien. En fait, aujourd'hui, tout à fait, aujourd'hui, je suis la somme de mes décisions. Ça veut dire quoi? Le mot aujourd'hui, ça veut dire la journée même, mais même tout le passé jusqu'à aujourd'hui, je suis la somme de mes décisions. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, ma vie, elle ressemble à la suite de décisions que j'ai prises par le passé. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça fait que je suis la somme de ces décisions-là. Donc, c'est le quotidien. Aujourd'hui, ma journée, à la fin de la journée, elle va ressembler à la somme des décisions que j'ai prises. D'accord? Ça veut dire quoi? Donc là, il y a plusieurs enseignements à avoir là-dedans, dans ce sujet-là. Ça veut dire si je dis qu'aujourd'hui, à la fin de la journée, je suis la somme de mes décisions, peut-être que c'est trop tard pour changer mes décisions de la journée, mais ce n'est pas trop tard pour changer les décisions de demain. Demain, je peux très bien dire, mon objectif à la fin de la journée, c'est d'avoir ceci ou d'atteindre ceci ou cela. Mais du coup, par rétrospective, comment je vais mettre en place des décisions à prendre dès le matin pour me rapprocher davantage de ces décisions. Donc voilà. Et pareil, dans le passé jusqu'à maintenant, que ce soit dans mon entreprise, comment mon entreprise, elle marche très très bien, elle fonctionne bien ou pas, combien moi je suis épanoui dans ma vie personnelle, professionnelle, etc., bah, c'est le fruit de mes décisions aussi. Et donc ça veut dire que peut-être sur le passé jusqu'à maintenant, je suis plus ou moins satisfait de ma vie, de mon quotidien, de mon business, de mon entreprise, etc. Peut-être pas. Et si ce n'est pas le cas, bah, quelles sont les décisions que je dois prendre aujourd'hui pour les prochaines années à venir? Et ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Donc, le quotidien des leaders aujourd'hui, c'est des décisions tous les jours, à chaque instant. Les décisions, c'est important. En quoi c'est important encore? Ben, c'est important pour relever de nouveaux challenges. Ce n'est pas uniquement pour résoudre des problèmes, parce que ça, c'est aussi un postulat un peu faussé. Ce n'est pas uniquement pour résoudre des problèmes. Si j'ai envie de relever de nouveaux challenges, si j'ai envie d'avoir de nouvelles ambitions, si j'ai envie d'atteindre, de m'accomplir, je prends la décision de m'accomplir, de m'auto-accomplir. Le leader, c'est important aussi la prise de décision pour réaliser des fusions-acquisitions. Imaginez, vous voulez vraiment grandir et vous êtes incapable de prendre des décisions. Ben, vous êtes incapable d'investir dans d'autres entreprises, dans d'autres domaines, de faire des fusions-acquisitions, etc. Je peux aussi, important aussi, parce que sans la prise de décision, comment je peux améliorer ma stratégie? Imaginez, par exemple, j'ai une stratégie en place. Ben, très bien, il faut bien avoir une stratégie. Maintenant, cette stratégie, si elle ne fonctionne pas très bien, ben, j'ai besoin de l'améliorer. Et comment l'améliorer? Il faudrait que je prenne la décision de l'améliorer. Donc, c'est une décision importante. Donc, important d'avoir cette connaissance, la prise de décision, elle est importante pour les leaders. Aussi, renforcer, par exemple, le recrutement, renforcer ses équipes en recrutement, c'est une décision qui est importante. Comment on peut imaginer, par exemple, une grande boîte ou une moyenne qui a besoin des ressources, etc., de ne pas recruter. Recruter, c'est des décisions de recrutement, de grandir, etc. Et ensuite, donc, je l'ai laissé à la fin exprès parce que finalement, la prise de décision, ça ne concerne pas uniquement résoudre des problèmes. C'est une partie, mais ce n'est pas uniquement résoudre des problèmes. Ça peut être aussi atteindre des objectifs, atteindre une ambition et voilà, donc avoir un horizon de ce que j'ai envie de réaliser aujourd'hui dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, etc. Alors, donc j'ai un peu de laps de temps entre les différents, quand je passe d'un écran à l'autre. Voilà. Et si on parlait de stratégie, est-ce que vous avez une stratégie aujourd'hui de prendre, quand vous voulez prendre une décision, quelle est votre stratégie? Est-ce que vous avez des stratégies? Est-ce que quelqu'un pourrait intervenir pour me dire quelle est sa stratégie aujourd'hui quand il souhaite prendre une décision? J'attends soit par chat, soit par audio. Quand vous voulez prendre une décision, comment vous faites? Est-ce que vous avez une stratégie qui est claire, qui est écrite, qui est connue?
même si ce n'est pas forcément écrite, mais qui est connue. Vous avez un processus que vous faites chaque fois pour prendre vos décisions. Est-ce que vous l'avez aujourd'hui? Et si oui, c'est laquelle? Awatef, il dit oui, elle fait le pour et le contre. Le pour et Il le y a contre. Donc, Keltoum qui dit voilà. oui, oui, je Il t'écoute. y a aussi Keltoum qui dit définition du besoin, analyser, mettre en place un processus et ensuite valider. D'accord. Quoi d'autre? Encore Mohamed dit le pour et le contre. Le pour et le contre. C'est-à-dire que j'ai une décision, je veux prendre une décision, donc je vais poser le pour et je vais poser le contre. Et selon si le pour l'emporte, ben, je prends la décision dans le sens du pour. Ou inversement. C'est ça. Hein. C'est ça, ça doit être ça. D'accord. Bah, en fait, voilà, donc la stratégie de décision, il y a plusieurs paramètres qu'il faut avoir en tête. La première chose déjà, quel est le type de décisionnaire que je suis? Est-ce que je suis quelqu'un d'affectif? C'est-à-dire, imaginez par exemple, on va prendre la stratégie de pour et contre. Est-ce que ça veut dire en face d'un problème ou d'une décision à prendre, moi et M. Kautar, tous les deux, on va faire 2 colonnes chacun de son côté, on va faire 2 colonnes pour et contre, et est-ce qu'à la fin de cette stratégie-là, est-ce qu'on va prendre la même décision? Pas forcément, pas forcément, mais loin de là. Ça dépend de notre type de, enfin, quel type de décideur on est. Est-ce qu'on est des gens cognitifs? Est-ce qu'on est des gens affectifs? Est-ce qu'on est des gens qui raisonnent? On a besoin comment dire, d'aller consulter plein de personnes. Est-ce qu'on est assez collaboratif? Est-ce qu'on est, enfin, il y a plein d'éléments qui vont définir quelle est ma stratégie de prise de décision. Et ce qui est important dans tout ça, et c'est l'objet de notre sujet aujourd'hui, c'est aussi la connaissance qu'on a de nous-mêmes. C'est-à-dire aujourd'hui, je prends 2 personnes avec 2 décisions à prendre, même plusieurs personnes, autant de personnes que vous voulez, avec une décision à prendre sur un sujet, il n'y aura pas ou très peu de décisions qui sont identiques, parce que ça dépend de chacun. Et c'est tout le sujet de notre webinaire aujourd'hui. Et là, je passe très rapidement sur ce truc. Donc, aujourd'hui, si je vous dis que les facteurs d'échec d'une prise de décision, c'est quoi? Quelques-unes que je vais vous citer. La première, c'est l'absence de stratégie. Je ne sais pas comment décider. Je décide de décider à l'instant T quand je suis en face d'une problématique ou d'un sujet. Et là, je me dis, ah, là, il faut absolument que je décide. Sauf que, bah, comment je décide? Parce que comment décider, c'est une décision importante. Décider, je répète, décider comment décider. C'est pas juste comme ça, hein, parce que imaginez si on dit, bon, non, franchement, moi, comment ça marche? C'est j'attends d'avoir la problématique, la situation, et là, je vais décider comment je vais décider. Ben, ça veut dire, en fait, ça va changer, ça va dépendre à chaque fois de ton humeur, ça va dépendre des informations que tu as ou tu n'as pas, ça va dépendre de tellement de paramètres que tes décisions ne sont vraiment jamais optimisées. Donc, l'absence de stratégie, c'est un des facteurs d'échec, un des facteurs les plus importants d'échec de prise de décision. Des rôles qui ne sont pas clairs. Imaginez, par exemple, vous êtes un groupe, donc voilà, un comité de direction, un comité exécutif, etc. Les décideurs par rapport dans une boîte, etc., sur l'investissement, etc. Ben, si les rôles ne sont pas clairs des uns et des autres sur la prise de décision, qui prend la décision, comment on prend la décision, qui décide de quoi et quelle est notre stratégie, quel est le rôle de chacun pour prendre cette décision, ben, c'est pareil, ça va aller droit dans le mur. L'autre facteur clé, facteur d'échec plutôt, c'est un processus de prise de décision qui est non éprouvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, chaque fois que j'ai une situation de prise de décision, j'ai une stratégie différente. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, chaque fois, je vais changer de stratégie et je ne vais jamais améliorer la première. En fait, je fais que changer de stratégie. Donc, il n'y a pas de, comment on appelle ça là, l'espèce de feedback loop qui va nous permettre d'améliorer notre stratégie de décision, de prise de décision. Donc ça, c'est pareil. Chaque fois, on peut assumer, on a une stratégie de décision, on l'assume et on l'améliore constamment. Ça, c'est si on veut éviter ce facteur d'échec-là, qui est un des facteurs très importants. Le manque de communication, donc ça, c'est très connu, pas besoin d'aller plus loin. Et la perte au manque d'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit on est dans l'infobésité, donc on a énormément d'informations et du coup, ça peut être un handicap, un réel handicap pour prendre une décision parce qu'on ne sait plus quelle information elle est pertinente ou pas. Je ne sais pas si vous avez suivi, si vous suivez un peu le sujet sur la fameuse chloroquine ou je ne sais pas quoi là sur le Covid. Il y a une étude qui est sortie là pour dire que finalement
c'est un truc, c'est pas à recommander, quoi, cette molécule. Et après, les gens, ils ont fait une étude sur cette fameuse étude-là qui a été lancée par Lancet, et ils ont trouvé qu'ils sont basés sur l'intelligence artificielle pour prendre cette décision. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire des informations, on ne connaît même pas d'où viennent ces informations, c'est un peu chopé partout, et ils ont sorti une décision qui dit que cette molécule, finalement, n'est pas opérante, sachant que cette molécule, elle existe depuis 30 d'années. Enfin bref, ce n'est pas pour polémiquer là-dessus, mais il y a un autre facteur clé d'échec qui est le manque de connaissance de soi et la conscience de soi. Comme ce que j'ai. Merci beaucoup. Donc, Nadia qui dit chloroquine. Merci. C'est exactement ça, c'est chloroquine. Donc, voilà. Le manque de soi, le manque de connaissance de soi et le manque de conscience de soi, c'est un facteur clé de réussite, de prise de décision, pour prendre une décision. Si je ne me connais pas, quels sont les travers, quels sont mes travers, quelles sont mes faiblesses, si je ne sais pas accueillir mes émotions, si je ne sais pas comment je réagis à une telle situation. Imaginez par exemple, vous avez, j'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui parlait de décision dans un cadre de négociation. Imaginez, vous êtes en train vous avez une décision à prendre et vous êtes avec un pair, c'est-à-dire quelqu'un en face de vous, vous allez négocier sur un contrat important de négociation. Imaginez, la personne qui est en face de vous, c'est quelqu'un qui se connaît, qui se connaît très très bien, mieux que vous. Vous, à un moment donné, vous allez vous emmêler parce que la personne qui est en face de vous, qui se connaît très très bien, il connaît très très bien où est-ce qu'il va y aller. Il connaît très bien ses travers, il va faire beaucoup attention par rapport à ça. Alors que vous allez être, vous ou moi, si on n'a pas cette connaissance de soi et cette conscience de soi, on va être vite fait submergé par des éléments, des émotions qu'on ne peut pas maîtriser et on va être perdu entre est-ce qu'on est en train de prendre une décision, on met en avant notre affectif, notre émotion, quelles sont les valeurs sur lesquelles on va se baser pour prendre ces décisions, etc., etc. Donc, le manque de connaissance de soi et de conscience de soi, c'est juste primordial. Quand bien même on a un processus qui est clair, comme celui que je viens de vous montrer sur le slide là, on a par exemple la première étape, je vais le dire en anglais, comme c'est écrit en anglais, donc identify the decision, donc identifier la décision que je veux prendre. Je vais rassembler les informations, je vais identifier les alternatives, je vais donner un poids pour chaque alternative, et je vais choisir parmi plusieurs alternatives, je vais passer à l'action, parce qu'une décision sans action, ce n'est pas une décision. Et ensuite, je vais faire en sorte de revoir, de mettre en œuvre déjà cette décision, et après revoir et l'améliorer cette décision-là. Mais quand bien même on a cette stratégie, imaginez pareil, encore une fois, s'il n'y a pas cette connaissance de soi, ce processus-là, déjà, il va changer d'une personne à l'autre, et de deux, quand par exemple, aller rassembler les informations, quelles sont les informations qui sont importantes pour moi? Si je ne me connais pas, et si je ne connais pas ce que je veux vraiment savoir, ce que je veux vraiment rassembler comme information, et si j'ai, si je peux facilement être, il y a une provocation quelque part sur ce sujet d'aller chercher les informations qui sont vraiment justes pour moi. Des informations qui seront, par exemple, je vais être submergé par ces informations et je ne sais plus quelle est la bonne information pour moi pour aller chercher, identifier la bonne alternative. Qu'est-ce qui va me dire que le poids que je vais donner pour chaque alternative, il n'y a pas des biais que je ne vois pas forcément tout de suite. Il n'y a pas des biais qui vont intervenir pour me dire « Ah non, mais moi, franchement, je préfère cette alternative par rapport à celle-là. » Mais qu'est-ce que je mets? Quels sont les éléments que je mets factuels, que je mets devant moi pour prendre cette alternative par rapport à l'autre? Et là, on revient encore à cette connaissance de soi. Ensuite, là, c'est l'expérience sociale que je vous ai promis tout à l'heure, une parmi d'autres. Imaginez, et donc là, j'aurais besoin de vos interventions. Donc là, on a un train qui va arriver. Et vous êtes là. Là, il y a un groupe de personnes, il y a 5 personnes, et normalement, le chemin du train, il va à gauche, sur la gauche, votre gauche, et à droite, il y a une personne, c'est des enfants, tout ça, c'est des enfants. Donc, il y a des enfants qui jouent partout, qui jouent là, sur les 2 chemins de fer là. Et donc là, d'après vous êtes là. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle décision vous allez prendre là? Donc là, il y a tous les enfants, là, ces enfants-là, ils sont devant un danger. Cette plateforme, normalement, elle n'est pas censée être fonctionnelle. Donc cet enfant-là, il a pris le choix de jouer dans une plateforme qui n'est pas fonctionnelle. Donc pour lui, il n'a pris aucun risque.
l'enfant qui est à droite. Donc, vous, ce serait laquelle? Quelle décision vous allez prendre, vous qui êtes là? Vous allez changer la direction ou pas? Si vous ne faites rien, le train, il va passer et il va écraser les 5 enfants là. Si vous faites quelque chose, si vous activez l'outil là, bah, ça va écraser le seul enfant qui est à droite. Vous allez faire quoi, vous? Quelle sera votre décision, Allô? Il y a Nihal, Naji, écartez les enfants. Ils sont très loin, Nihal, ils sont très loin. Ils t'entendront pas. Moi, je dirais dégâts minimal. Les dégâts, d'accord. On minimiser les dégâts, d'accord. Ça veut dire quoi? Voilà. Ça veut dire pas pour le garçon solitaire. Le garçon solitaire, d'accord. En fait, dans il y a Zohel Belarbi, il dit 1. Je ne sais pas si ça veut dire 1. Ça veut dire l'option un enfant. Ça veut dire aller sur un enfant. Donc, pareil, minimiser les dégâts. D'accord? Il y a une personne qui a dit arrêter le train. Bah, le train, il est pas, on n'a pas l'action sur le train. Le conducteur, on n'a pas d'action sur lui. Alerter l'enfant. 2 décisions. Changer la route et aller aider la personne. Quoi d'autre? Donc voilà. Donc, il y a ça qui dit la première décision, c'est d'essayer d'alerter le chauffeur. Ouais, donc on n'a pas le temps là. La décision, c'est soit j'active là où je vais, où je vais chercher d'autres informations. Qu'est-ce que je fais? Aviser le train, protéger le groupe. En situation de crise, le procédé du moins coûtant. Ahmed Harrar, ça veut dire quoi ça? Ça c'est intéressant ça. Ça veut dire quoi? Le moins coûtant. Est-ce que ça veut dire minimiser les dégâts aussi? Voilà, qu'est-ce que. En fait, ce qui se passe, c'est la question minimum de dégâts. Donc, exactement, ça c'est. En fait, là, 98% de personnes, de gens, ils disent là où il y a le moins de dégâts. Donc, comme vous, minimisez les dégâts. D'accord? Je vous ai dit que la plateforme ici à droite, là, c'est une plateforme qui n'était pas fonctionnelle. D'accord? Par contre, minimiser les dégâts, ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez demandé, est-ce que vous avez posé la question, est-ce qu'il y a des gens dans le train? Pour les gens qui ont dit minimiser les dégâts. Ça veut dire quoi minimiser les dégâts? Ça veut dire je vais sur un seul enfant, sur le seul enfant là, mais la plateforme n'est pas fonctionnelle. C'est-à-dire s'il y a des gens dans le train, bah, tous les gens ils vont y passer. Hein. Et en plus, l'enfant qui est le seul enfant, lui, il était conscient du danger sur il a choisi de ne pas jouer sur la voie parce qu'il sait que cette voie-là, elle est fonctionnelle. Donc, il prend un risque de jouer là. Donc, il a choisi de jouer sur la plateforme qui n'est pas fonctionnelle. Donc, en fait, des fois, même souvent, les bonnes décisions ne sont pas forcément populaires. Donc là, le truc populaire, c'est de dire, bon, il y a un seul enfant, ben on va sacrifier cet enfant-là, sachant que lui, finalement, lui, il n'a rien fait de mal. Alors que les cinq autres, finalement, eux, ils ont choisi de jouer dans cet endroit en connaissance de cause. Donc, tout ça pour vous dire, aujourd'hui, il y a des décisions qu'on prenne des fois qui ne sont pas populaires. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas populaire que c'est une mauvaise décision. Donc ça, vous voyez, donc là, tout le monde tombe un peu dans le panneau de se dire, ah oui, donc le minimum de dégâts, bah, on ne sait même pas si c'est un minimum de dégâts, parce que c'est une plateforme qui n'est pas fonctionnelle. Et en plus, s'il y a des trains, si le train il est rempli de voyageurs, bah, en fait, tu n'auras pas une seule victime, mais tu auras cette victime-là qui n'a rien fait d'ailleurs, et tous les autres voyageurs. Alors, ensuite, je passe. Voilà, donc on parle aussi de les décisions, ils sont rationnelles. Ils disent non, moi, franchement, comment dire, moi, quand je prends des décisions, c'est vraiment très rationnel, c'est très factuel.
je ramasse les enfants, les enfants, je ramasse les informations et donc j'étudie, je fais un poids, etc. Et je prends comment dire, et je prends ma décision. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si c'est rationnel, si c'est comme ça veut dire que les gens qui sont, par exemple, les gens qui sont fumeurs, ils vont jamais commencer à fumer, par exemple. Pourquoi ils continuent à fumer si c'est rationnel? Le rationnel, il va dire, écoute, c'est très dangereux de fumer une cigarette, c'est très dangereux. C'est très dangereux pour les poumons, pour la santé, etc. Et ça va impacter l'espérance de vie, etc. Donc finalement, la rationnelle, pour un fumeur, je prends cet exemple qui est assez connu, pour un fumeur, rationnellement, il arrête tout de suite de fumer. S'il dit, ouais, rationnellement, moi je prends des décisions rationnelles. Mais en fait, c'est pas que ça, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Là, par exemple, les pubs que vous avez, qu'on consomme tous des pubs. Aujourd'hui, quand on achète un produit, les pubs qui existent, qu'on consomme tous les jours, ils font appel à quoi pour vendre leurs produits? Ils font appel à quoi? Est-ce qu'ils font appel à notre rationalité? Est-ce qu'ils font appel à nos connaissances cognitives? Est-ce qu'ils font appel à notre aspect, à nos facultés intellectuelles? Les produits, la vente des produits, le marketing au sens général. Est-ce que c'est vraiment à ça à quoi ça fait référence? Non, pas du tout. C'est vraiment ça fait appel plus à nos émotions. Et ce qui se passe, c'est que la prise de décision, aujourd'hui, notre cerveau, comment il est fait? On a deux systèmes. Il y a un système 1 et un système 2. Le système 1, c'est le raccourci. Le raccourci. Et je donne un exemple. Tout à l'heure, j'étais avec un ami, donc on parlait un peu de ce sujet-là parce qu'on est assez passionné par ça. Donc, j'ai donné, par exemple, vous avez un lion en face, la décision qui vient tout de suite quand vous êtes en face d'un lion, vous n'allez pas vous dire, bon, alors là, je vais calculer le nombre de mètres que j'ai entre le moi et le lion et je vais voir quel est l'angle Non, en fait, là, le système 1, il dit quoi? Il dit, bah, écoute, tu fuis, quoi. Là, tu cours, tu prends tes jambes au cou et tu fuis, quoi. Et donc, ça, c'est le système 1. Il va prendre les raccourcis, il va prendre les décisions très, très rapidement. Le système 2, c'est le système qui nous permet d'être plus rationnel, de poser le pour et le contre, de prendre en compte nos biais cognitifs, etc. Mais on ne peut pas dire que le système 1 n'est pas utile. Au contraire, le système 1, il est très utile dans certaines circonstances, mais pas toutes les circonstances. Quand on a, par exemple, besoin d'un truc vital, on a besoin de survie, etc., bien sûr que le système 1 nous sauve la vie. Le système 2, par contre, quand on veut prendre une décision stratégique, une décision qui va lier, dont va dépendre l'entreprise, son investissement et même sa survie, on a besoin d'utiliser notre système 2 pour prendre les décisions. Alors, le rôle de la conscience de soi dans la prise de décision. Donc là, je ne sais pas, est-ce que vous savez ce que ça veut dire les biais? Est-ce que vous pouvez me dire ce que ça veut dire les biais cognitifs? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? De quoi on parle quand on parle de biais cognitifs? Alors, je prends soit chat, soit audio, comme vous voulez. Vous avez quelques éléments là, mais est-ce que vous pouvez me dire ce que ça veut dire les biais cognitifs? C'est-à-dire le poids du choix et du subi. Donc, instinct de survie, Ahmed Harar, ça c'était par rapport à tout à l'heure. Le pilotage des ressources, c'est tout sauf rationnel. Les biais cognitifs. Les biais cognitifs, en fait, c'est la pensée qui alterne nos choix et qui fait prendre une mauvaise décision. C'est-à-dire, par exemple, si je vous dis, est-ce que vous êtes concerné par ça là? Un biais cognitif, c'est un biais de la pensée qui alterne nos choix et qui nous fait prendre une mauvaise décision. Est-ce que vous êtes concerné? Si vous me dites non, on n'est pas concerné, c'est à minima, vous avez le biais d'excès de confiance. Ça, c'est un biais d'excès de confiance qui va, par exemple, nous empêcher de prendre la bonne décision à cause de cet excès de confiance. Et si vous me répondez oui, ben vous êtes quand même victime du biais de cadrage parce que je vous ai rentré, soit je vous ai orienté vers le oui ou vers le non et pas une autre alternative. Et donc là, vous êtes aussi victime de ce biais-là. Donc, il y a énormément de biais cognitifs qui vont intervenir dans nos prises de décision. D'accord? Et ce que je dis ici,
la combinaison de biais cognitifs d'une durée d'attention illimitée et de notre tendance à surestimer nos capacités dans des domaines que nous connaissons mal s'ajoute à une tendance insidieuse au mauvais jugement. Donc, nous pensons que nous sommes de grands décideurs. Et c'est ça le problème quand on est, par exemple, un chef d'entreprise qui souhaite prendre une décision, une grande décision. Des fois, il est un peu solitaire, il va aller solitaire, enfin, d'une façon solitaire pour prendre ses décisions sans consulter les uns et les autres à cause de ce biais de confiance, en disant, à moi seul, je suffis à moi-même pour prendre ces décisions. Et là, je vous fais cette expérience qui est très intéressante. Ceux qui connaissent n'en parlent pas trop pour l'instant. Et là, hop, voilà. Est-ce que tout le monde voit la vidéo là? Encore non. Là, je viens de lancer une vidéo. Je ne sais pas si dans l'écran noir, est-ce que vous avez est-ce que ça se lance ou pas? De toute façon, ce qu'on voit, c'est simplement le texte. Count how many times the players. Voilà, c'est très bien, parce que j'ai fait pause là. J'ai fait pause. L'expérience là-dedans, c'est quoi? Donc, cette expérience sociale, c'est quoi? Ce que je vous demande à tous, et c'est d'écrire dans le chat, hein, voilà, c'est de dire, de compter combien de fois les joueurs qui sont habillés en blanc font de passes. Combien de passes ils font? C'est juste ça, juste ça. Voilà, et je la lance. Alors, bonjour. Enfin, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez vu le nombre de passes? Le nombre de passes réalisées par les joueurs habillés en blanc. Combien de nombre de passes? Alors, il y a Yousra qui dit 16, Hassan dit 11, Awatif 20. D'accord. Quoi d'autre? Encore, Ali encore, dit encore. 12. D'accord. 13 de Nawel. Il y en a qui Ahmed ont vu 13 20. encore. Oui, 20 sur exact. Facebook. Ouais, très bien. 15. Hicham Hassan. 15. D'accord. Ok, très bien. Et là, l'autre question qui s'impose, enfin, vous avez trouvé combien, M. Kautar? Moi, je connais la vidéo. D'accord, très bien. Bon, donc on la laisse alors. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, est-ce que juste vous avez vu le fameux gorille, le gorille qui est passé entre les joueurs? Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Qui a vu le gorille? Il dit oui. Alors, Hicham Marzouk dit oui. Ahmed dit oui. Nizha Hibti dit oui. Alors d'accord. Alors, on va dire plutôt l'inverse. Qui ne l'a pas vu? Qui ne l'a pas vu? Qui n'a pas vu le Youssef ne gorille l'a pas passer vu. traverser? Yusra ne l'a pas vu. Awatef non plus. D'accord. Qui d'autre? Nawel, si. Nawel, il a dit oui. D'accord. Ben, très bien. Donc, ceux qui sont très, très forts, ils ont vu le gorille. Est-ce qu'il y en a qui ont remarqué aussi que les rideaux, ils ont changé de couleur? Ah, ça, j'ai pas fait attention à ça. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont vu le rideau qui a changé de couleur? Et ceux qui sont encore plus forts encore, donc ils ont vu le gorille et ils ont vu le changement de couleur des rideaux, est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait un joueur qui a quitté la scène? Bon, ça veut dire quoi? Regardez, là, je continue la vidéo, vous allez regarder tous ensemble parce que soyez un peu attentifs, vous allez voir ce qui se passe. Si j'arrive à la lancer. Voilà.
Donc, cette expérience, ça montre juste, en fait, la sélection qu'on est en train de faire. Parce que comme vous étiez tous focusés sur le nombre de passes, là, vous allez passer à côté des détails. Vous allez passer à côté des détails qui sont parfois très importants. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va faire une sélection de données et une sélection d'informations qui convient par rapport au sujet sur lequel on est focus. Si on ne focus que sur une problématique, bah, peut-être qu'il y a des trucs qui sont super importants. Si on n'arrive pas à prendre un peu de recul par rapport au sujet sur lequel on va prendre une décision, bah, on peut être pris de court et passer à côté de certains détails qui sont parfois très, très importants. Donc, il y a une autre expérience aussi que je vais vous faire vivre, parce que c'est vraiment, en expérimentant, je pense, c'est une meilleure façon de comprendre les choses. Là, je vous donne cet exemple-là. Cet exemple, c'est tout simplement pour dire, c'est une anecdote. Donc, il y a un éléphanteau, un petit éléphant. Quand il était encore voilà, très jeune, il a été, comment dire, attaché dans un cirque. Voilà, attaché pour ne pas bouger librement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des années passées, l'éléphant, il a commencé à faire plusieurs tonnes et il y avait toujours ces chaînes-là. Il n'a jamais essayé de se défaire des chaînes. Plusieurs tonnes, d'un seul coup de patte, il aurait pu arracher les chaînes. Qu'est-ce qui se passe d'après vous? Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Ben, tout simplement, ce qui se passe, c'est que ces décisions, elles sont basées sur le passé. C'est sur des expériences passées. Comme il se dit que, bon, finalement, dans le passé, chaque fois que je prenais la décision de bouger avec les chaînes attachées, je n'y arrivais pas du tout. Et donc, du coup, ça veut dire quoi? Il a lâché l'affaire, il se dit, mais non, de toute façon, ça ne sert à rien de prendre une autre décision, enfin, prendre cette décision de changer, de bouger, etc., parce que je l'ai fait avant et ça n'a jamais marché. Pour les dirigeants, ça veut dire quoi? Si je transpose. Imaginez, vous avez pris une décision d'investissement par le passé et qui s'est mal passée. Ben, cette mauvaise décision du passé, elle peut influer sur la décision aujourd'hui si vous n'en êtes pas conscient. C'est-à-dire, vous allez vous dire inconsciemment, ben non, en fait, comme je me suis cassé la gueule quand j'ai pris cette décision d'investissement, jamais je ferai des investissements à nouveau. D'accord? Donc, voilà. Donc, ça, c'est important d'avoir ça. Donc, le passé, il peut avoir une influence très, très importante sur les décisions futures et actuelles. Une autre expérience sociale qui est aussi très intéressante, et ça, c'est un truc qui s'est passé réellement aussi, c'est aux États-Unis, je pense que c'est à New York, je ne sais plus exactement, en tout cas, c'est aux États-Unis, il y avait un groupe de pompiers qui était appelé pour éteindre des flammes au sein d'une maison. Et donc là, le chef de pompiers, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre et au bout de 30 secondes, il leur dit, on se casse. On ne reste pas, on bouge, on s'arrache. Et donc voilà, 30 secondes après, qu'est-ce qui s'est passé? La maison, elle s'est effondrée. Et quand on lui a posé la question, qu'est-ce qui vous a mené, qu'est-ce qui vous a pris pour partir? Comment vous avez senti ça? Alors, la question qui lui est venue tout de suite, et là, vous allez voir un peu par rapport à cette prise de conscience et la conscience de soi. La première réponse qui lui est venue à l'esprit, il leur dit, ben, je pense que c'est le bon Dieu qui m'a donné, j'ai entendu quelque chose qui m'a dit de quitter les lieux. Bon, les gens qui étaient en face, bon, d'accord, ok, le Dieu, mais finalement, est-ce qu'il y avait des éléments tangibles qui ont fait que vous êtes partis? Ben, en fait, il leur a dit, en réfléchissant, il leur a dit, ben, généralement, le feu, il a un son. Il fait le son. Il dit, mais je n'ai pas entendu ce son-là. Je n'ai pas entendu ce son et je sentais la chaleur dans les pieds. D'accord? En fait, ce qui s'est passé, c'est que le feu, il était dans la cave. On ne le voyait pas, on ne l'entendait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le fait de sortir, il a sauvé la vie à tout son équipage. Et là, ça veut dire quoi, ça? Il y en a qui vont dire c'est de l'intuition. Donc, je prends la décision par l'intuition. Mais en fait, si on réfléchit longuement sur qu'est-ce que ça veut dire l'intuition, ça veut dire quoi l'intuition? L'intuition, c'est tout simplement l'expérience qu'on acquiert toute la vie. Et à un moment donné, on se dit, ah, d'accord, là, ce sujet-là, moi, je ne le sens pas trop. Mais tu ne le sens pas trop parce que c'est du pif, parce que tu dis, bon, je me suis réveillé, je ne le sens pas trop. Si quelqu'un qui n'est pas
qui n'est pas expérimenté de son domaine, et il vient, il vous dit, écoute, moi, ça, franchement, ça, je ne le sens pas trop, je te déconseille de le faire, de prendre cette décision, en fait, tu ne vas pas donner forcément beaucoup de crédit à cette personne-là. Mais si par contre, c'est quelqu'un d'expérimenté, je vous donne un exemple concret. Quelqu'un, vous avez un recruteur qui va recruter, par exemple, un chargé de communication. Imaginons, on prend ce profil-là. Imaginez quelqu'un, donc vous avez deux profils de recruteurs. Il y en a un, il a recruté par le passé une centaine de chargés de communication. Pas une centaine de personnes, mais une centaine de chargés de communication. Et vous avez un deuxième recruteur que lui, il a recruté des chargés de communication, mais il a recruté 3, 4 chargés de communication. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, celui qui est plus expérimenté, il peut très bien parler d'intuition. En fait, ce serait juste l'effet de son expérience qui va faire que, voilà, il va voir de certains éléments, il va dire, ah non, mais chaque fois que j'avais le client, enfin, le candidat, il agissait comme ça. Ou, voilà, donc il aura une meilleure connaissance de son domaine grâce à son expérience qui va devenir en quelque sorte, il va dire, je ne le sens pas, ce que c'est ce candidat, par exemple. Voilà. Et maintenant, est-ce qu'on peut se partager ensemble quelles sont les qualités d'un bon décideur pour vous? Un bon décideur, quelles sont ses qualités? Et merci de vos partages. J'aimerais bien voir, soit dans le chat ou audio, comme vous voulez. Quelles sont les qualités d'un bon décideur? Est-ce qu'on a des réponses sur les qualités d'un… Non, pas encore? Pas encore, non, pas encore. Si, réfléchir objectivement et assumer après. Ça, c'est Awatef. Alors, c'était quoi? Réfléchir objectivement et assumer après. D'accord. Quoi d'autre? Alors, il y a Yosra qui dit quelqu'un qui sait dire non. Qui sait dire non. Qui sait dire non. Et là, je vois sur Facebook, analyse, écoute, une forte personnalité, le charisme, encore analyse, la patience. Il y a l'engagement, optimiste, intelligent, sympathisant et ouvert, responsabilité. Sens écoute, sens d'analyse, fédérateur, prendre le risque, d'accord? Prendre du recul avant de passer à l'action. Très bien, ok. Être conscient et responsable. Voilà. Très, très bien. Donc, il y a… Alors, hop, je reviens sur le slide. Hop. Yenza qui dit, c'est quand la décision a abouti. Ah ben ça, on ne le sait pas avant. Alors, en fait, ce qui est intéressant, alors ça, c'est très, très bon, c'est un très, très bon point. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on parle de décision, une décision, elle est valable, elle est importante à l'instant T. D'accord? On prend une décision à l'instant T. Peut-être qu'après cet instant-là, cette décision ne sera plus bonne. Mais ce qui était important, c'est de prendre la décision à l'instant T. Et des fois, ne pas prendre la décision à l'instant T, c'est encore plus grave que de prendre une mauvaise décision. Des fois, c'est encore plus grave. Donc, et après, quand on parle de décision, la décision, on peut se tromper dans la prise de décision. On peut se tromper. Le dirigeant, le chef d'entreprise, il peut se tromper dans la prise de décision. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'instant T, normalement, s'il avait mis toutes les chances de son côté, en rassemblant les informations, en étant assez conscient de ce qu'il fait, de comment il fait, avec les personnes avec qui il travaille pour prendre ses décisions, s'ils ont optimisé tout ça, donc à l'instant T, avec les meilleurs moyens qu'ils avaient à disposition, ils ont pris la bonne décision, même si à la fin, elle ne marche pas, cette décision. Parce qu'à l'instant T, c'était la seule option possible. Je veux dire, c'était cette précision qu'ils ont prise. Elle peut s'avérer pas bonne après, mais on n'est pas en train de parler, il n'y a personne qui anticipe l'avenir. Mais à l'instant T, quelle est la meilleure décision qu'on faut prendre? Et donc, c'est très bien par rapport à vos retours, vous allez retrouver un peu tout ça. L'écoute active, quelqu'un qui n'écoute pas l'autre avis, les autres opinions pour voilà, enfin, pour voir un peu ce que l'autre opinion, comment les autres voient les choses, quel est le prisme des autres personnes. L'ouverture d'esprit, quelqu'un qui est fermé et qui n'entend que sa voix, etc., ben, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Le sens critique, c'est primordial. La prise de recul, ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, la première vidéo
bah, il y en a qui n'ont pas vu le gorille, il y en a qui n'ont pas vu les rideaux qui changent, il y en a qui n'ont pas vu de joueurs qui quittent la scène. Voilà, prendre le recul et de se dire ne pas focaliser uniquement sur le nombre parce que c'est ce qu'on m'a demandé, ça c'est une prise de recul. La conscience de soi, notamment sur comment je réagis face à imaginez par exemple quand on parle d'une décision qui est dure à prendre. Une décision qui est dure à prendre et on n'a pas beaucoup de temps pour la prendre. Ben, si on n'est pas conscient de nos mécanismes, de notre fonctionnement, de nos faiblesses, de nos forces, ben, ça ne va pas le faire. Si on n'est pas conscient de tout ça, ça ne va pas le faire. Notre intelligence émotionnelle, est-ce que je sais me mettre à la place d'eux? Par exemple, si je parle d'empathie plus précisément, les forces et faiblesses, c'est quelqu'un qui connaît ses forces et faiblesses, un dirigeant. Le décideur, il connaît ses forces et faiblesses dans ce domaine de prise de décision. C'est là que c'est intéressant qu'il va faire appel à une équipe complémentaire qui va compléter un peu ses compétences et pour prendre la meilleure décision possible. Les valeurs, en quoi c'est important les valeurs de prendre des décisions? Un exemple qui va parler à tout le monde. Là, par exemple, on parle de Covid, là. Ça fait quelques mois maintenant qu'on parle du Covid. Quand il y a une prise de décision à prendre, comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? On parle plus de process. On parle plus du cadre, on parle plus de normes, on parle plus de tout ça pour prendre une décision. On parle de deux choses. Deux choses et il n'y a pas une troisième chose. On parle de deux choses. Pourquoi? Parce que c'est une crise et quand il y a une crise, donc on ne sait pas comment ça va finir, on ne sait pas quels sont les mécanismes en cours, on ne sait pas comment ça se passe et quand c'est comme ça, quand on est dans des situations comme ça, bah, tout de suite on revient aux valeurs. Et les décisions phares dans le cadre d'une crise, ça a été quoi notamment pour le Covid? La première décision, c'est protéger les gens. Toutes les entreprises ils disent d'abord on protège les gens. La deuxième décision, bah, c'est comment servir le client, satisfaire le client. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, imaginez par exemple quelqu'un qui travaille dans l'assurance ou peu importe. Mais en tout cas, il va se dire, bah, c'est simple du coup dans les prises de décision. Chaque fois que j'ai une décision à prendre, je vais regarder est-ce que ça coche avec ces deux valeurs-là que j'ai définies. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que du coup, avoir ces valeurs-là, bah, ça aide aussi à prendre la bonne décision. Et c'est même pas que en termes de comment dire, pendant les crises. Imaginez par exemple, vous avez plusieurs options, plusieurs alternatives, mais à un moment donné, vous avez du mal à prendre encore la décision. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, se baser sur ces valeurs, ça peut être aussi très intéressant. Ça va vous guider davantage aussi pour prendre la bonne décision. Ensuite, confiance en soi, bien sûr. Enfin, on voit mal quelqu'un qui prend des décisions s'il n'a pas confiance en soi. Bah, souvent, quand c'est le cas, quand il y a un manque de confiance en soi, bah, on se laisse aller et c'est d'autres personnes qui prennent des décisions pour nous, quoi. Donc ça, c'est primordial. Ensuite, c'est quelqu'un qui est fonceur. Le décideur, c'est quelqu'un qui est fonceur. C'est-à-dire, il a une décision, bah, une fois qu'il a pris sa décision, bah, il va foncer, il va mettre en mouvement, mettre en place le plan d'action pour aller dans le sens de la décision qu'il a prise. Ensuite, c'est quelqu'un qui est expérimenté, notamment dans son domaine de prise de décision. C'est quelqu'un qui sait se remettre en question, mais tout ça, j'ai vu pas mal dans le chat qui ont parlé, qui ont évoqué ces rôles-là. Ici, quelqu'un qui assume, c'est-à-dire, peu importe si la décision au final marche ou pas. Pourquoi? Parce que quand on dit décision, il y a une part de risque, il y a une part d'incertitude. Mais il faut juste savoir qu'à l'instant T, j'ai pris la meilleure décision. C'est ça qui est important. Après, il faut que j'assume. Donc, le dirigeant, un bon décideur, si je peux dire, c'est quelqu'un qui va assumer ses décisions. Et vous allez voir qu'un des biais cognitifs qui est très connu, on va le voir dans la deuxième session, c'est par rapport à cette façon d'assumer. En fait, il y a des dirigeants, quand ils prennent une décision et que ça marche bien, ils disent que c'est eux, c'est grâce à eux. Donc, ça paraît normal. Mais par contre, quand c'est pas bien, bah, il va tout de suite dire bah, c'est la conjoncture économique, c'est le climat, c'est le Covid, etc., etc. Donc là, c'est une question, c'est un biais aussi, c'est un biais cognitif qui est assez connu. Ensuite, alors là, c'est du takeaway pour aujourd'hui. Ça, c'est important de vous donner quelques éléments. Quand on veut prendre une décision, il y a quelques étapes à respecter pour prendre une décision. Donc là, c'est juste par rapport à ce qu'on s'est dit aujourd'hui. C'est-à-dire dans les deux prochaines sessions,
il y aura quand même beaucoup de compléments qui vont venir affiner ces éléments-là. Donc, la première, c'est par exemple, je vais noter les 5 objectifs qui seront affectés par ma décision. Et ça veut dire quoi? Ça va faire en sorte que ça va éviter le piège de rationaliser votre décision après coup. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, il y a des gens qui vont dire, je vais prendre une décision et après, je vais réfléchir à comment faire en sorte que ma décision soit une bonne décision. C'est un peu à l'envers, quoi. Et ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. En fait, il faut d'abord rationaliser et prendre la décision après, et pas l'inverse. Et donc, du coup, quand tu notes tes objectifs qui seront affectés par la décision, ça va te permettre d'aller dans ce sens-là. Ensuite, écrire au moins 4 alternatives réalistes. Et ça, aucune pratique aujourd'hui n'améliore les décisions plus que d'élargir vos choix. C'est-à-dire, j'ai plusieurs choix, et là, après, je vais me focaliser sur les alternatives qui vont plus ou moins fonctionner. La troisième, je vais noter les informations les plus importantes qui me manquent. Parce que qu'est-ce qui se passe d'habitude? On se focalise sur ce qu'on a comme information et on ne se pose pas la question sur ce qui nous manque comme information. Et ça, c'est un autre biais aussi, un biais qu'on va voir la semaine prochaine. Donc, souvent, on se laisse distraire en fait de ce qu'on ne sait pas. Donc, on se dit, ah, j'ai ces informations-là. Je prends en fait, c'est comme si quelqu'un, par exemple, vient et vous annonce quelque chose. Vous allez prendre uniquement ce qu'il vous dit et vous allez prendre une décision en fonction de ça. Et donc, vous allez prendre uniquement les informations dont vous disposez qui sont là, qui sont disponibles. Ça s'appelle d'ailleurs le biais de disponibilité. Je prends uniquement les informations qui sont disponibles et je prends ma décision. Et c'est une erreur. C'est un des facteurs d'échec des prises de décision. Ensuite, le quatrième point, c'est noter ce qui est susceptible de se produire à l'avenir, bon ou mauvais, c'est-à-dire pour pouvoir anticiper. Pour pouvoir anticiper, je vais essayer de voir quels sont les impacts de ma prise de décision. Le 5e point, c'est impliquer une équipe d'au moins 2, mais pas plus de 6 parties prenantes. En fait, il faut jamais il faut éviter d'avoir une équipe avec un nombre pair, parce que sinon, imaginez chaque fois 3 qui sont pour et 3 qui sont contre. Ça, on sera jamais sorti de l'affaire. Et pareil, au moins 2, parce que 2, ça va nous permettre aussi d'avoir cette prise de recul, parce que si je suis tout seul, je peux prendre des bonnes décisions, bien évidemment, mais je peux aussi prendre des très bonnes décisions quand on est à 2. Mais il y a des décisions, on va le voir dans la deuxième session, il y a des décisions qui ont besoin d'être prises par une seule personne, de foncer, quoi. Il n'y a pas le temps de rassembler des gens et d'être collaboratif, etc. 6e, noter ce qui a été décidé, pourquoi et dans quelle mesure l'équipe soutient la décision. Voilà, donc ça, c'est dans l'objectif d'amélioration continue. Ceci aura aussi le mérite de renforcer l'adhésion de l'équipe et de redéfinir une base pour mesurer est-ce que les résultats qu'on va atteindre, c'était des résultats qui étaient escomptés et comment on peut activer des éléments, des points d'amélioration pour une meilleure décision dans l'avenir. Et la 7e takeaway, planifier un suivi dans quelques mois. C'est-à-dire, voilà, c'est pas que je prends une décision et après c'est bon, je passe à autre chose. Non, il faut que je capitalise sur cette décision que j'ai prise. Pour que je vois qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché. Donc, on a souvent tendance à oublier en fait les décisions une fois qu'on les a prises. Et c'est ça, on manque cette occasion d'apporter des corrections et d'apprendre davantage. L'illusion de rationalité. Donc là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça va être une ouverture sur la prochaine session en termes de biais cognitifs. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Les biais cognitifs sont des formes de pensée qui deviennent de la pensée logique ou rationnelle et qui ont tendance à être systématiquement utilisées dans diverses situations. Donc, ils constituent des façons rapides et intuitives de porter des jugements ou de prendre des décisions qui sont moins laborieuses qu'un raisonnement analytique qui tiendrait compte de toutes les informations pertinentes. On va aller beaucoup plus loin la semaine prochaine sur ce sujet de biais cognitif qui est juste essentiel dans le cadre de prise de décision. Comment dire, je vous donne un exemple qui est c'est une anecdote. C'est arrivé à tout le monde, à tous les gens qui ont pris l'avion au moins une fois dans leur vie, ils ont un biais cognitif, ils ont fait face à un biais cognitif. Je prends l'exemple quand par exemple vous êtes installé dans votre siège en avion et vous avez une place à côté de vous qui est vide et vous allez voir des gens qui passent
Et là, vous dites, ah non, mais pas lui. Ah, franchement, j'espère que c'est pas lui. Lui, ça ne soit pas à côté de moi. Ah, tout le monde, tout le monde qui a l'habitude au moins une fois d'avoir pris l'avion et d'avoir le siège qui était à côté libre, il a eu ce réflexe de dire, bah, ça c'est un biais aussi. Ça c'est un biais de dire, est-ce que ça passe ou pas? Est-ce que cette personne-là, tu vois, est-ce qu'il a une tête qui passe? Est-ce que il y a un système de filtre que je vais m'imaginer? Donc du coup, hein, j'espère que quand même ce ne serait pas lui, quelqu'un d'autre. Mais ça, on va le voir en détail et c'est passionnant. Là, je vous ai donné les quelques, j'en ai donné la 5, là, je crois, les plus importants. Mais on a d'autres. La semaine prochaine, je vais vous parler de 25 biais cognitifs qui impactent votre prise de décision. Donc là, les exemples que je vous donne, c'est le biais de confirmation. Souvent, on va aller chercher les informations qui vont confirmer notre point de vue, notre opinion. Et donc ça peut être dangereux parce que du coup, comment dire, cette prise de recul, elle disparaît en fait avec ce biais de confirmation. Le deuxième biais, c'est le biais d'ancrage. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple. Imaginez par exemple, vous regardez sur Facebook avec les fils d'actualité, etc. Et vous avez, je prends un coach, par exemple, un coach que vous voyez très souvent. Très souvent, vous voyez passer dans Facebook, dans le fil d'actualité, etc. Et vous avez quelqu'un que vous voyez de temps en temps dans le fil d'actualité. Ben, généralement, vous aurez plus tendance à faire confiance à celui que vous voyez plus souvent qu'à celui que vous voyez d'une façon très rare. Après, il y a des exceptions. Mais ça, voilà. Donc ça, c'est un biais. C'est un biais qui fait plus on est exposé, plus les gens nous font confiance. Le biais de disponibilité, tout à l'heure j'en parlais, donc la difficulté d'assimiler de nouvelles informations. Donc souvent, on va se contenter de ce que nous avons comme information pour ne pas se compliquer la vie, pour se confirmer un peu notre processus de décision. Le biais d'attribution, donc la tendance à tirer des conclusions hâtives, voilà. Et le dernier, c'est le biais d'autorité. Ça, c'est un exemple qui marche tout le temps. Un biais cognitif qui peut induire en erreur. Imaginez par exemple, vous êtes en réunion d'équipe, ou bien en décideur, ou bien juste en réunion familiale, etc. Bah, si quelqu'un qui a une autorité, qui a plus de charisme par rapport aux autres, bah, s'il prend la parole en premier, bah, les autres, ils vont plus ou moins aller dans son sens à lui. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas essayer de le contredire. Donc, pour ne pas le contredire, ils vont dire qu'il est d'accord avec… donc, ça s'appelle le biais d'autorité. Et ça marche beaucoup encore dans le monde d'entreprise, dans une réunion d'équipe. Si le leader il prend la parole en premier ou parmi les premiers, il donne une orientation, ben souvent les gens, surtout les gens qui n'ont pas forcément confiance en eux ou bien qui ne se connaissent pas assez bien, ben, ils vont aller dans le sens pour ne pas contredire cette personne-là qui est assez connue, qui a plus de charisme qu'eux. Voilà, je viens d'arriver vers la fin de cette première session en vous remerciant tous. Et là, c'est ouvert pour les questions-réponses si vous en avez, et notamment pour vos feedbacks, parce que ça m'intéresse. Étant moi-même un spécialiste du feedback en entreprise, parce que je donne des conférences sur le feedback, je suis très à l'écoute de vos feedbacks pour améliorer ce webinaire et pour me dire aussi sur qu'est-ce qui vous a bien plu, qu'est-ce que vous avez trouvé que c'était intéressant, etc., etc. Merci beaucoup. C'est moi qui vous écoute maintenant. Merci beaucoup, Césaire. C'était vraiment très, très intéressant, très instructif. Je vous remercie encore une fois pour avoir respecté le délai. Je crois qu'on va en profiter aussi du temps restant pour, avec les commentaires, les questions des différents participants. Là, je vois Aziza Ftouhi qui lève la main. Non, il a désisté. Fatiha, Madame Aziza, à vous la parole. Je vous permets de parler. Voilà, votre micro il est activé. Très bien. Oui, bonsoir. 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 Je vous remercie pour m'avoir accordé la parole. Je tiens à vous remercier, monsieur, pour cette excellente prestation. C'est très constructif. En fait, j'interviens pour poser une question.
c'est pas pour poser une question, mais quand vous l'avez très bien défini tout à l'heure, quand vous nous avez posé la question par rapport à un bon décideur, comment on peut définir un bon décideur? Très bien. Ben, je vais reprendre presque tout ce que vous avez dit. Un bon décideur, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de son équipe d'abord, qui s'écoute pas, qui n'écoute pas que sa voix interne, mais qui est à l'écoute de son équipe. Bien sûr qu'il va choisir une équipe d'un nombre restreint parce que s'il sollicite tout le monde, ça va couler, ça va aller dans tous les sens. C'est quelqu'un aussi qui va adopter une approche participative et non pas juste peut-être une approche horizontale et non pas verticale, ou bien une approche ascendante. Et donc, qui va quand même accorder la parole et donner la chance à d'autres personnes pour participer à la décision. Aussi, je pense que c'est quelqu'un qui devrait prendre la décision, bien sûr, avec son groupe, sans perdre de vue cette composante très importante qui est l'éthique professionnelle. Donc, il doit se montrer intègre. Et bien sûr, comme je l'ai dit au départ, il doit solliciter son petit groupe restreint parce que finalement, ce sont ses alliés. Sans ces personnes-là, probablement, il pourra être dans le tort. Et pour terminer, il faut qu'il prévoie toujours, comme vous l'avez si bien défini tout à l'heure, qu'il prévoit un plan A. Et si ça ne marche pas, qu'il prépare aussi un plan B. C'est tout ce que je voulais rajouter par rapport à tout ce que vous avez dit et que vous l'avez très, très bien expliqué. Et merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup à vous pour votre intervention. Je prendrai d'autres questions et après, je répondrai aux réponses au fur et à mesure, en fait. Excellente idée, oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai Nawal qui pose quels sont les critères d'une bonne décision? Je crois qu'on a déjà vu ça, non? Nawal qui pose la question quels sont les critères d'une bonne décision? Je vais jeter un coup d'œil sur côté Facebook. Quels sont les types de questions que nous avons? Alors là, c'est super intéressant. Merci Zuhair et grand merci au club. Ça, c'était plutôt un commentaire. C'était que des remerciements. Je trouve pas de questions. Bah, peut-être qu'il y a un fil d'actualité qui bouge, qui est assez dynamique sur Facebook. Peut-être que ça va revenir les questions sur Facebook. Je Mais à prends ce aussi les stade-là, on n'a remerciements. que. Voilà. Et Kautar, je prends aussi les remerciements. Voilà, bah, c'est vrai, on en a besoin, c'est vrai. Non, merci beaucoup. Donc, ouais, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à la première question et après, peut-être que ça va donner aux autres quelques idées de questions s'ils le souhaitent ou bien des feedbacks, parce que les feedbacks aussi, ça m'intéresse, comme je disais au départ. Donc, en fait, ce que disait c'était Madame Aziza, je crois. Donc, oui. Sur l'implication des équipes, etc. Bien sûr que c'est important. Bien sûr que c'est important, mais ce n'est pas tout le temps obligatoire. Ce n'est pas tout le temps obligatoire parce que ça dépend aussi de type de décision à prendre. Je donne un exemple. En fait, il y a plusieurs types de décisions, de processus de décision et de façon de décider. Il y a la décision qui est autocratique, il y a la décision qui est par délégation. Donc, j'ai les dirigeants ou bien le chef d'entreprise ou bien le manager qui va déléguer à son équipe ou à un membre de l'équipe. Il y a des décisions qui sont consultatives. Il y a aussi des décisions qui sont démocratiques. Donc, on va poser la question à chacun, etc. Il y a des prises de décision par consensus. Il y a des prises de décision par consentement. Il y a même des prises de décision stochastiques. Ça veut dire des piles ou face, quoi. Ça existe. Mais en fait, c'est chaque situation, ça dépend pour chaque situation. C'est-à-dire, des fois, imaginez par exemple une situation où l'urgence est extrême. L'urgence est extrême. Par exemple, aujourd'hui, dans le cadre du Covid, il y a une cellule de crise. Il y a des cellules de crise dans toutes les entreprises. Imaginez que si, pour prendre une décision super importante et super urgente, à chaque fois, on fait appel aux gens, à tous les membres de l'équipe, etc., c'est juste pas possible. C'est juste pas possible, du coup, dans le sens où on n'a pas le temps pour prendre la décision de tout, enfin, prendre l'avis de tous. Et donc, voilà, donc il faut tracer, il faut foncer. Mais bien évidemment, il y a des situations où plus on est nombreux à prendre une décision, plus on est dans un cadre participatif et collaboratif, donc il y a des situations qui s'y prêtent très, très bien et où, à l'inverse, une décision unilatérale n'est pas la bienvenue, bien évidemment.
mais on peut pas dire que c'est blanc ou noir, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une décision à prendre, il faut que le dirigeant prend l'avis de tous les gens ou le manager prend l'avis de de son équipe. Ça ne marchera pas et c'est pas réaliste, c'est pas réaliste. Mais bien sûr, parfois il y a des décisions qu'on peut prendre, c'est mieux de les prendre en équipe. Recommandation des bouquins pour approfondir la propre compréhension de l'art de prise de décision. Alors, avant les bouquins, les 2 sessions qui viennent, là, donc les 2 samedis qui arrivent, pour Madame Annès. Mais bien sûr, il y a des bouquins. Alors, des bouquins, qu'est-ce qui vient à l'esprit, là? Les biais cognitifs, ça, vous allez apprendre énormément sur les prises de décision. Je ne sais pas s'il y a un bouquin qui s'appelle biais cognitifs, mais si vous tapez biais cognitifs, vous allez trouver énormément de ressources là-dessus. Moi, je trouve que c'est des éléments qui sont très, très intéressants sur la prise de décision. Après, vous avez tout ce qui est processus, mais à la limite, ça, tout le monde peut apprendre ce que ça veut dire, comment ça fonctionne, la prise de décision, les étapes, comme ce que j'ai montré tout à l'heure avec identifier la décision, chercher les informations, identifier les alternatives, donner le poids, etc., etc. Tout ça, tout le monde peut faire en quelque sorte avec un peu de recherche et un peu d'avoir ce processus et de s'améliorer sur le processus. Mais le plus gros défi, comme je disais, c'est vraiment de se connaître aussi, de se connaître quel est son profil de décideur, comment je me connais, quels sont les biais, des pièges dans lesquels je vais tomber. Et ça, je pense que c'est primordial dans le processus de prise de décision. On a quelques commentaires ici sur Zoom. Yes. Je les passe en revue. Oui, bien sûr. Alors, voilà, Idriss, il dit, au contraire d'un fonceur, est-ce qu'un analytique peut prendre de bonnes décisions? Je vais passer aussi les autres questions. Les remerciements aussi. Merci beaucoup pour ce webinaire. C'est très intéressant et instructif. Voilà. Il y a aussi Rachid, il pose la question, quelles sont les étapes d'un processus décisionnel? Quels sont les outils de prise de décision? Il y a Idriss Ahmed, il pose la différence entre décision et réaction. C'est vrai, c'est une question qui peut être intéressante au moment où on est vraiment dans la… Très bien. Donc là, je les vois, ces questions-là. Donc, alors, si je prends au contraire d'un fonceur, est-ce qu'un analytique peut prendre de bonnes décisions? En tout cas, dans tous les cas, l'analytique, il peut servir largement le fonceur. Donc, à deux, ils peuvent prendre de très, très bonnes décisions, et notamment dans la mise en œuvre de la prise de décision. Parce que l'analytique peut prendre une décision, enfin, il a des éléments pour prendre la décision. En fait, dans le coaching, souvent, on a affaire aussi à des gens, on rencontre des gens qui sont assez perfectionnistes. Des fois, il y a des analystes qui sont assez perfectionnistes et du coup, ils auront un peu de mal à passer à l'action. Et donc, ils vont essayer d'avoir le maximum d'informations pour analyser, pour sécuriser au maximum, mais sauf que au moment où lui, il est prêt, la décision, elle est déjà trop tard, quoi. Mais ça ne veut pas dire que tous les analytiques, les gens qui sont analytiques, ne prennent pas de bonnes décisions. C'est vraiment pas ça le propos. Les bonnes analytiques, ils ont beaucoup d'atouts pour prendre une bonne décision, quand bien même encore, est-ce qu'ils se connaissent, est-ce qu'ils ont une bonne connaissance d'eux-mêmes. Parce que comme je disais pendant tout ce webinaire, la connaissance et la conscience de soi, elle est primordiale. Comment dire, seul le processus de prise de décision ne suffit pas à lui-même. Ensuite, merci beaucoup. Alors, c'était un autre. Quelles sont les étapes d'un processus décisionnel? Quels sont les outils de prise de décision? Les étapes d'un processus décisionnel, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire identifier quelles sont la décision que j'ai envie de prendre. Ensuite, je vais rassembler les informations nécessaires et faire le bilan. Est-ce que j'ai toutes les informations? Qu'est-ce qui me manque? Je vais me poser la question. J'ai ces informations-là. Qu'est-ce qui me manque pour poser une bonne, pour prendre ces décisions? Ensuite, identifier les alternatives. Imaginez par exemple, j'ai 3 ou 4 alternatives. Je vais donner un poids à chaque alternative parce que toutes les alternatives ne se valent pas forcément. Et ensuite, je prends la décision d'une alternative et je la mets en action. Je passe à l'action parce que tant que je n'ai pas passé à l'action, je n'ai pas pris de décision finalement. Je passe à l'action et la dernière étape qu'il ne faut pas négliger, c'est aussi comment
m'améliorer davantage la prochaine fois. C'est-à-dire mesurer un peu cette décision-là que je viens de prendre dans l'avenir, qu'est-ce qui s'est passé. Après, je vais faire un bilan, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a bien marché par rapport à ce que j'avais pris comme élément, etc. Et voilà, donc comme ça, on est dans ce cycle d'amélioration continue. La différence entre décision et réaction. La décision entre décision et réaction, c'est un vaste sujet. Décider, c'est mettre tous vos atouts intellectuels, émotionnels, cognitifs, tout ça, votre connaissance de vous-même, etc., au service d'une décision que vous pensez, que vous estimez aller aboutir à un résultat positif, qui peut ne pas aboutir. Mais une réaction, c'est juste une réaction, c'est-à-dire c'est même pas une action, c'est juste je réagis à quelque chose. Donc, quand on parle de réaction, généralement, il y a l'absence de prise de recul. On a tendance à ne pas forcément avoir cette tendance, cette capacité à accueillir ces émotions et à les écouter, etc. Et on va être dans la réaction. Donc, et souvent, quand on prend une décision après une forte émotion, quelle qu'elle soit, parce que ça peut être une émotion positive, donc heureuse, un événement heureux, ou bien un événement triste, mais la décision, souvent on regrette un peu la décision. Donc voilà. Si vous permettez, je vais lancer en même temps le sondage de fin de session. Comme ça, on va permettre aux différents participants de… Voilà. Je lance le sondage. Je vous invite, chers participants, de répondre à ce petit sondage-là, dire un petit peu ce que vous en pensez, des séminaires du club, de la présentation. De toute façon, il y a les questions, ils sont là. Très bien. Alors, je reprends en même temps une question. Est-ce que le fait d'être rationnel peut mener à une mauvaise décision? Je dirais pas forcément, mais oui ou non. Oui et non. C'est-à-dire que si je suis juste rationnel et j'écoute pas un peu, comment dire, je suis pas à l'écoute de mes émotions, etc. Je peux passer à côté de quelque chose. Je peux passer à côté d'une bonne décision. Donc, c'est pas blanc et noir. Mais par contre, quelqu'un qui est rationnel, qui a une bonne connaissance de soi, il est plus à même de prendre une très bonne décision par rapport à quelqu'un qui ne l'est pas. Est-ce qu'il y a d'autres en même temps? Alors, il y a une question ici. Parfois, on est convaincu que c'est la bonne décision, mais si on la prend, on risque de se faire beaucoup d'ennemis. Donc là, tout à l'heure, on parlait de décision populaire ou pas. Donc, est-ce que c'est la bonne décision ou pas? Et après, est-ce que le risque de se faire beaucoup d'ennemis, c'est un risque? Donc, du coup, est-ce que pour vous, dans le cadre de cette décision que vous voulez prendre, est-ce que c'est un risque acceptable ou pas? C'est ça la question, la vraie question. Si c'est un risque acceptable et que la décision, elle est bonne, oui, pourquoi pas? Si maintenant, se faire beaucoup d'ennemis, c'est pas un risque acceptable, c'est-à-dire par rapport à cette décision que vous voulez prendre, c'est un peu disproportionné, peut-être que c'est pas une bonne décision. C'est à vous de voir. Donc ça, c'est à vous de voir un peu est-ce que ce risque-là rentre dans la ligne de mire de votre processus de prise de décision. Et ici une question sur le volet questions-réponses de la part de Slimani. Alors, il dit, on sait que la prise de décision est un art et cette opération n'est pas mécanique ou même scientifique, c'est un construit social. Et le bon décideur ou le bon manager a beaucoup de demandes innées pour la prise et la décision que des éléments scientifiques ou rationnels. Alors, excuse-moi, je n'ai pas suivi. Elle est sur Zoom, c'est ça? Il est sur Zoom, il est sur la rubrique questions-réponses. Ah. Alors, bonjour, ok. Bonjour, merci à vous aussi, M. Slimani. On sait que la prise de décision est un art et cette opération n'est pas mécanique ou même scientifique. C'est un construit social et un bon décideur ou le bon manager a beaucoup de…
Beaucoup d'éléments. Il a écrit d'éléments. d'éléments Beaucoup innés. d'éléments innés pour la prise de la bonne décision que des éléments scientifiques ou rationnels. Éléments innés. Aujourd'hui, vous savez, comment dire, les situations varient très très vite. Et ce qui était valable hier n'est plus valable aujourd'hui. On le voit juste avec le chamboulement de Covid. Tout ce qui était valable avant le Covid n'est plus valable aujourd'hui. Enfin, pas tout, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ne sont plus valables. On ne va plus prendre la même décision sur certains éléments, par exemple, dans le domaine de santé, il y aura un avant et un après Covid. Donc, on peut pas avoir des éléments innés pour la prise de décision, si ce n'est cette capacité de mettre un peu son ego de côté et de prendre de recul. Ça, peut-être, je peux, et encore, enfin, ça s'apprend aussi, c'est pas forcément tout le temps inné. Je reviens encore à la connaissance de soi. En fait, c'est la clé la plus importante. C'est là où il y a l'effort à faire. Et c'est pas uniquement dans les prises de décision. C'est valable même dans les autres domaines. Se connaître un peu quels sont ses points faibles, connaître aussi quels sont les mécanismes enfin, comment on accueille les émotions et quel est l'impact de nos émotions sur nous-mêmes, etc. C'est très valoureux pour prendre des bonnes décisions et pour avoir les éléments qui font qu'on prenne une très bonne décision à temps. Merci, Monsieur Rossé, toute l'équipe expert. Merci également, M. Zoué. Merci, M. Atmani. Je pense que les collaborateurs au sein d'une entreprise respectent la méthodologie scientifique et rationnelle lorsqu'ils veulent prendre une décision. Est-ce qu'il y a des méthodes mathématiques pour la prise de décision? Et merci encore. Alors, la méthode mathématique pour prendre des décisions, aujourd'hui, avec comment dire, l'intelligence artificielle, on a plein de modèles. Maintenant, prenez par exemple l'exemple de recrutement d'une infirmière. Voilà, donc imaginez que vous allez mettre un modèle mathématique. Je ne sais pas, enfin, je ne sais pas si ça va marcher, j'en sais rien, j'ai aucune idée. Mais en tout cas, est-ce qu'on va éliminer, grâce à ce modèle mathématique, des personnes qui sont compétentes? J'en suis convaincu. Parce que, bon, encore une fois, je ne vois pas comment on peut mettre l'émotion dans un modèle mathématique. Je ne sais pas encore, je ne maîtrise pas cette problématique. Il y a M. Zazeli Fouad qui dit « Merci pour cette prestation. » Merci, Fouad. Ma question est la suivante. Est-ce que les caractéristiques et le profil d'un bon décideur que vous avez cité restent toujours valables dans le secteur militaire? Alors, dans le secteur militaire, c'est un secteur que j'ignore complètement, mais je pense que c'est le profil de prendre une décision, les caractéristiques que j'ai citées, je pense qu'elles sont primordiales pour tout secteur. Maintenant, peut-être que dans le secteur militaire, il y a d'autres qualités que moi, je ne connais pas. Voilà, donc pour donner une réponse politiquement correcte. Et il y a Madame Nezha Hafti qui me dit l'appellation executive coach, s'il vous plaît, quoi? Merci. Ça veut dire quoi, executive coach? Alors, executive coach, c'est juste coaching de dirigeants et de managers. Enfin, c'est plutôt dirigeants, coaching de dirigeants. Donc, c'est mon métier. Donc, je coach les dirigeants. Je l'accompagne dans l'accomplissement de leurs performances personnelles et professionnelles. Donc, c'est ça que ça veut dire executive coach. Monsieur Rossi? Oui, je suis toujours là. Je crois qu'on a fait le tour. De toutes les questions. Très bien. Voilà. Donc là, tout le monde voit le sondage ou c'est juste nous? Non, a priori, tout le monde voit. Là, on est à 99%, donc il reste 2 personnes qui n'ont pas encore voté. D'accord, donc tout le monde voit les résultats là. Voilà, donc je vais mettre fin. Voilà, je partage les résultats. Et voilà. Très bien, c'est très bien. Donc, voilà, je vais descendre un petit peu en bas. Merci beaucoup pour vos feedbacks. Merci. Écoutez, c'est à nous de vous remercier, CES. C'est vraiment très instructif. J'ai vraiment apprécié. J'ai apprécié la rigueur, j'ai apprécié la structure du module, j'ai apprécié aussi le respect le délai du temps que vous avez mis en place. J'ai bien aimé le feedback. Dites-nous ce que vous en pensez, ce que j'ai aimé le plus et ce que j'ai aimé le moins. Ça, j'aime bien. Ouais, c'est important. C'est important le feedback. Effectivement, c'est important.
moi, en même temps, j'aurais aimé ce que j'invite, de toute façon, ça serait pour la prochaine fois, Inch'Allah, que nos participants partagent avec nous leur expérience, leurs commentaires pour enrichir le débat. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui étaient présents avec nous, toutes et tous ceux qui étaient présents avec nous, celles et ceux qui ont participé en posant leurs questions, en partageant leurs commentaires. Je remercie aussi les amis qui nous ont suivis sur Facebook et je les invite à nous rejoindre sur Zoom ou carrément au niveau du club. J'incite en précisant que le club, c'est un club de dirigeants dont le but, c'est de créer un réseau une communauté pour s'entraider, pour s'enrichir mutuellement à travers les opportunités de partage, à travers les formations et pourquoi pas à travers des opportunités de partenariat. Très bien. Si Zouhair, je vous remercie infiniment. Monsieur Kautar, une remarque des gens de Facebook qui aimeraient bien voir le sondage là, partager le sondage. Je ne sais pas si on le partage ou pas, si on peut faire une impression d'écran. De toute façon, ils le rend comme on partage Zoom, donc a priori, ils doivent l'avoir. D'accord, ok. Avec un petit délai. Parce que là, moi aussi, je l'ai perdu, je ne l'ai plus sur mon écran. D'accord, ok, très bien. Voilà. Bah, écoutez, je vous dis donc à la semaine prochaine, Inch'Allah. Comme vous l'avez précisé tout à l'heure, c'est qu'il risque, donc on garde le samedi, mais il risque qu'on va changer peut-être l'heure, n'est-ce pas? Ça va être peut-être plutôt 20h, heure de Paris plutôt. Voilà, on verra ça ensemble. Inch'Allah, et on va communiquer ça pour les participants. Très bien. Merci à tout le monde et à très bientôt, Inch'Allah. Allez, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.